Et donc, dans cette enquête, on va aborder plusieurs points, mais je voulais commencer par le plus important. Tu abordes le management toxique et notamment cette accusation d'agression sexuelle, enfin de violence sexuelle. Comment est-ce que tu découvres ça? Comment est-ce que tu traites ça? Comment ça se passe? Je découvre ça, c'est que déjà, il y a quelque chose de... c'est des gens... les gens qui travaillent pour le Festival d'Angoulême, c'est des gens, pour partie, je les connais, mais je les connais. Mais pas tous, mais j'en connais un certain nombre. Et si vous voulez, c'est aussi, c'est des phénomènes qui sont rapportés et qui s'inscrivent aussi au bout d'un moment dans la répétition et dans la durée. C'est-à-dire que au début, quand une directrice de communication, par exemple, fait un malaise en plein milieu du festival en 2019, c'est public, tout le monde est au courant, on la voit partir à l'hôpital. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc on discute et puis après, on discute avec les gens, ne serait-ce que pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et ce malaise, cette souffrance au travail, elle ressort d'un certain nombre de témoignages et elle fait surface par le nombre et elle fait aussi surface par l'anonymat. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression, et c'est ce que j'ai vu aussi au festival, j'ai pas fait de révélation. Tout le monde sait, mais tout le monde sait et personne ne veut, entre guillemets, porter le malaise global. Et effectivement, il y a cette histoire avec la responsable de communication. Cette personne, il y a un tel turnover en fait des équipes que c'est une personne qui n'était pas identifiée dans le milieu. Parce qu'en fait, elle est restée, elle a travaillé, ils l'ont licenciée même pas 6 mois. Donc du coup, elle n'a même pas le droit au chômage. Enfin, Elle a commencé au mois de avril, mai... Octobre. Et elle est licenciée au mois de mars. Donc ça fait 5 mois et demi. Et comme c'est quelqu'un qui était assez jeune, qui travaillait avant au Japon, personne dans le milieu ne la connaissait en réalité. Et c'est pour ça, je pense que cette histoire avait été placée complètement sous le tapis, en dehors des radars, puisque elle était non seulement isolée par son entreprise, mais isolée des autres personnes du milieu à qui elle aurait pu en parler. On va rappeler un petit peu les faits. Oui, pardon. C'était... on va passer directement sur celui-là. Chloé, une ancienne responsable de la communication, elle a saisi les prud'hommes pour contester son licenciement pour faute grave, son tort, avoir signalé un viol dont elle aurait été victime lors de la précédente édition du Festival d'Angoulême. Et du coup, cette actualité, elle fait l'actualité aussi parce que ça remet en lumière la soumission chimique. Puisque cette jeune femme ne se souvient de rien du tout, si ce n'est d'avoir bu un verre et de s'être réveillée nue dans un appartement qu'elle ne connaissait pas. Ça, c'est quelque chose que tu révèles ou c'est quelque chose que tout le monde était au courant comme Non, tu justement, je le révèle. Et je le révèle aussi parce que faut dire qu'il y a un passif. Le Festival d'Angoulême là, on prend le volet des violences sexistes et sexuelles. On va voir les autres choses après. C'est important pour commencer. Non, c'est très important. Ce que je révèle, c'est que il y a eu toute une question avec Chloé, justement, pour savoir pourquoi elle voulait porter elle-même ce témoignage dans la presse. Je l'ai pas piégée. Elle a tout à fait conscience des conséquences, mais elle avait justement envie que ça se sache parce que de sortir de son isolement. Il faut savoir aussi que ensuite, en matière de femmes, le Festival d'Angoulême presque a quand même un passif. Il y a donc en 2016 l'absence de femmes dans la liste du Grand Prix, qui avait quand même alerté et amené la création du collectif BD Égalité pour mettre sur le devant de la scène la question de la place des femmes au Festival d'Angoulême et dans la BD plus généralement. Il y a eu ensuite toutes les polémiques qui étaient liées à la décision du festival d'exposer l'œuvre de Bastien Vivès en 2022. En dehors même de la question de l'annulation, des libertés d'expression, etc., c'est des voyants
qui avait été allumé, on va dire, pour le festival, pour alerter sur ces questions qui dépassent bien le festival d'Angoulême, qui sont les questions des violences, sociétales, des violences sexistes et sexuelles, etc. Et derrière cette histoire de Chloé, on le répète, donc elle dit avoir subi un viol, elle n'accuse pas évidemment le festival d'Angoulême de l'avoir violée, c'est pas du tout le problème. La question, c'est comment on recueille la parole de cette femme, comment on l'aide, comment on essaye aussi de comprendre psychologiquement ce que c'est que de se réveiller sans avoir de souvenirs. C'est-à-dire que le lendemain matin, Chloé, elle arrive dans l'open space de son entreprise et elle en parle, elle dit « il s'est passé un truc, je ne peux pas le croire, il m'a dit qu'on avait couché ensemble, je n'ai aucun souvenir, mais c'est pas possible, il doit m'avoir menti, etc. etc. » C'est à ce moment-là que là, d'un point de vue de société, et pas que le festival d'Angoulême, il faut entendre ce que disent ces jeunes femmes et comprendre que non, c'est pas possible, il y a un problème là, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir des associations qui sont spécialisées dans ce genre de problèmes pour se faire aider et même au niveau du management, il y a des formations pour recueillir ces paroles et savoir à quoi on a affaire. Et comment ça s'est passé pour Chloé quand elle en a parlé? Alors Chloé dit que voilà, je ne fais que rapporter ce qu'elle m'a raconté. Ce qu'elle raconte, c'est que à ce moment-là, tout le monde est un peu démuni, ne sait pas trop quoi lui dire. Il faut savoir que on est le samedi, c'est la journée la plus active, c'est le week-end du festival, et donc elle a ce qu'on dit responsable RH, qui est juste sa supérieure hiérarchique, à qui dont elle dit très bien que c'est une femme adorable, très gentille, mais qui lui conseille, comme une maman vieille école, ma fille va prendre la pilule du lendemain, et puis déjà on part au plus pressé, voilà, et c'est vrai que c'était pas la décision à prendre, ou en tout cas, ne serait-ce que cette responsable aurait dû avertir immédiatement la personne au-dessus. Enfin, il y a eu à mon avis, et ça c'est pas à moi de juger, encore une fois je suis pas un tribunal, mais il y a un dysfonctionnement. Et donc elle va ensuite être virée, enfin elle va prendre, le médecin va lui accorder du temps pour se remettre de toutes ces étapes-là. Elle va prendre des vacances, 15 jours, et quand elle va revenir, Bondou, le directeur, va la licencier. Licencier, oui, pour faute grave, avec comme dans le courrier de licenciement, c'est pour comportement inadmissible, sans qu'il soit vraiment détaillé. D'ailleurs, il n'y a pas d'exemple de comportement inadmissible qu'elle aurait eu, et pour avoir été alcoolisée à plusieurs reprises pendant les soirées du festival. Alors, je dis alcoolisée à plusieurs reprises, mais encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès des prud'hommes qui aura lieu après. Il faut savoir que alcoolisée dans un festival au moment d'une soirée qui est elle-même organisée par le festival et où donc il y a de la consommation d'alcool, c'est pas pareil que quelqu'un qui boirait sa vodka à son bureau dans son travail. Je veux dire, on est dans un contexte où l'alcool est lui-même festif, mondain, et dans un contexte de soirée. C'est pas censé légitimer un quelconque licenciement, en tout cas. Non, il se trouve que l'ébriété au travail peut être, à mon avis, après je suis pas juriste, mais peut être une cause de faute au travail. Après, là pour le coup, en tant que journaliste, et ça c'était très important même pour moi personnellement de faire ce papier, parce que c'est un papier qui remue forcément, où on prend position, où on a toujours cette envie de rester objective, dans le cadre légal aussi, de la présomption d'innocence vis-à-vis de la personne, de l'agresseur présumé, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est une affaire qui m'a mise en colère, qui m'a beaucoup émue, qui m'a bouleversée, et j'essaye, vis-à-vis de ce cas-là, de garder le plus la tête froide pour rester dans ma
ma place de journaliste qui est de rapporter des faits. Elle n'a pas choqué uniquement toi, il y a aussi un Bandougate qui a été lancé. Il y a eu un Bandougate et il y a eu aussi une affaire absolument hallucinante au Festival d'Angoulême, puisque il y a au niveau du stand de la bulle New York, qui est le pavillon où sont installés les éditeurs alternatifs, il y a un stand qui était offert gracieusement par le pôle Magélis, qui est le pôle qui s'occupe du développement de l'image en Charente, qui avait payé un stand à des auteurs locaux. Et ils avaient mis une pancarte où ils disaient Chloé, nous te croyons, abat les VSS dans le Festival d'Angoulême. Et ils ont reçu un mail venant d'un cadre de la communication du pôle Magélis en leur demandant de retirer immédiatement cette pancarte sous prétexte qu'on leur prêtait le stand, on leur payait le stand, mais qu'ils n'étaient pas là pour faire des tribunes d'opinion politique. Et alors ça a rendu furieux tout le monde, parce que la question des VSS, des violences sexuelles et sexistes, c'est pas une question politique, c'est pas une question d'opinion. On n'est pas pour ou contre la violence. Les violences sexistes et sexuelles. Et donc, du coup, il y a eu un mouvement, une impression de milliers d'affiches de Chloé, on te croit. Et tous les stands des éditeurs alternatifs ont affiché ces affiches, qui se sont ensuite retrouvées dans toute la ville, et même chez des stands des plus gros éditeurs dans l'autre bulle. Et donc, en fait, envahit la ville de tapissée de Chloé, on te croit. Ah oui, d'accord. Et il y a eu une réponse de la direction. Du coup, là, elle ne pouvait pas taire cette parole-là. C'était compliqué. Le pôle Magélis, ça, c'est un petit truc anecdotique qui a mis encore une fois le feu. Mais après, Franck Mondou a refusé de répondre jusqu'à la fin du festival. Et sa première réponse il l'a fait paraître dans une interview qu'il donne aux Parisiens, dans lequel il se défend en disant non, le licenciement n'a rien à voir avec... il faut dissocier les deux. L'entreprise n'était pas au courant du viol, et ça s'est passé en dehors, dans un cadre privé, en dehors même de la soirée, puisque ça s'est passé chez l'agresseur présumé. Donc le festival déplore on déplorerait entre guillemets ce qui serait arrivé à Chloé, mais conteste toute responsabilité, et surtout conteste que ce viol soit lié à son licenciement, ce qui est problématique. Mais c'est très politique comme réponse. Donc, et surtout que ça a été commis par un collègue ou quelqu'un de ce cercle-là. C'est un prestataire, voilà, et c'est un prestataire. Et là, encore une fois, sur la question des mots, pour respecter la présomption d'innocence, il faut rester extrêmement flou sur cette personne pour pas qu'elle puisse éventuellement se reconnaître. Donc ça, c'était le gros point de l'enquête, mais c'est pas le seul, évidemment. Quand on parle du Festival d'Angoulême, on parle aussi, tu as beaucoup parlé de management toxique. Comment il se matérialise, ce management toxique ? Le management toxique, en fait, moi, ce que j'ai fait dans mon enquête, c'est que j'ai fait que relier, en fait, un certain nombre de dysfonctionnements qui pour essayer de comprendre comment ça s'articule. Et le management toxique, mettre des mots comme ça, c'est un peu des mots chocs, hein, ça, c'est des mots-clés, etc. Je voudrais dire d'abord comment a commencé peut-être cette enquête. C'est moi-même, c'est-à-dire les pressions que exerce ce festival sur les journalistes. C'est-à-dire que on était à la conférence de presse, et en fait, cette conférence de presse annonçait un nouveau partenariat, qui est le partenariat avec Quick. Là, on est en quel mois Le 21 novembre. Ok. Mais sachant que tout ça, on connaît, on sait que c'est le bazar. On voit bien que la direction artistique, c'est vraiment fluctuant. On a quand même eu 7 directeurs
artistiques. Alors, on ne sait pas si c'est des directeurs ou ils sont des membres de l'ADA. Enfin, tout ça est un peu flou. Et on connaît les gens compétents, mais on voit qu'ils restent 6 mois et puis ils jettent l'éponge. Donc, voilà. On arrive à cette conférence de presse. La grande annonce de cette conférence de presse, c'était Quick devient le partenaire principal du Festival d'Angoulême. On nous présente ça avec des éléments de langage, pour faire un festival plus grand public, aller vers les jeunes. Faire des menus Lucky Luke. Voilà. Alors ça vient après. C'est-à-dire que d'abord, c'est les jeunes, c'est associer ça à des missions de comment rendre les livres attractifs vis-à-vis des jeunes publics. On nous cite une étude du CNL pour montrer comment les jeunes lisent moins ou comment les amener à la lecture, etc. Et Quick pourrait aider. Quick pourrait aider. À ce moment-là, le PDG de Quick monte sur la scène, nous fait un PowerPoint qui a duré 10 minutes, allez, 6, j'exagère un petit peu, et avec ces images pour nous montrer toute l'implication de Quick en faveur de la BD. Et moi, c'est vrai que quand on m'a annoncé ça, j'ai eu un premier réflexe qui est l'éclat de rire. C'est comme une espèce de... Voilà. Et puis, j'ai pris des photos et j'ai mis juste un post sur Facebook en disant, voilà, la blague, Quick devient le partenaire principal du festival d'Angoulême. Il faut savoir, voilà. Et quand je suis sortie de cette conférence de presse, où on ne peut pas en fait poser de questions, mais il y a un cocktail après où on va poser des questions. C'est une conférence de presse où on ne pose pas de questions. En fait, ils appellent ça, c'est plutôt, on pourrait appeler ça la présentation de communication du festival. Enfin, ils appellent ça conférence de presse, mais c'en est pas une. On sort pour le cocktail, et là, quand je vais demander pour poser une question à propos de la programmation artistique, on me dit non, Lucie, je peux pas te parler. Je dis c'est à cause de Quick. On me dit oui, et j'ai affaire à une personne en face de moi qui a l'air terrorisée à l'idée de parler. C'est la première fois que tu ressens ça, cette omerta-là Cette omerta, non, je l'ai pas. Je suis pas là pour le premier média. Par exemple, en parlant avec des journalistes, il y a eu déjà des journalistes qui se sont fait ostraciser dans le passé. Il y a eu des partenariats qui ont été rompus, notamment avec Libération, avec Télérama et je crois Le Point, après des articles critiques qui ont été faits sur le festival. Et donc voilà, donc tout ça, ça montre, si vous voulez, une absence de dialogue et puis cette manière d'être, c'est ce que dit un des directeurs artistiques, on est soit contre, soit avec le festival. Et moi, ça m'a un peu, mené à réfléchir sur qu'est-ce que je fais. C'est plus possible en fait de ne pas avoir un espace où on peut critiquer librement et parler, etc. Et c'est comme ça que je suis allée voir les personnes. Et c'est aussi pour ça que les personnes veulent pas parler à visage ouvert. Enfin, il faut quand même comprendre que ça peut paraître une faiblesse entre guillemets de l'enquête, mais ça participe de gens qui ont peur parce que on est dans des milieux très précaires. Oui, le milieu culturel. Ouais. Et des baisses de budget drastiques, là, on en parle. Oui. Bah, justement, et notamment par rapport à ce contexte coupe budgétaire, c'est-à-dire que on se retrouve avec des festivals fragilisés sur toute la France. Et après, finalement, la promotion de ces grosses machines, car le festival d'Angoulême, forcément, la question des financements publics se pose, mais c'est quand même un festival qui est subventionné à hauteur de 3 millions d'euros par des financements publics, collectivités territoriales en prime. Et donc, voilà. Et donc, le partenariat Quick, c'est un point de départ, mais c'est un point de départ qui d'emblée va me conduire à réfléchir sur 3 volets, qui sont le volet humain, c'est-à-dire comment se fait-ce que quelqu'un puisse même oser dire à une journaliste non, pas bien, je te tape sur les doigts parce que tu as critiqué notre partenariat. Le partenariat, c'est aussi la question d'image et la question de financement privé, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire une enseigne de restauration rapide telle que Quick pour des festivals subventionnés avec des collectivités qui sont impliquées dans des missions pour lutter contre la malbouffe dans les écoles,
avec des promotions, surtout la ville d'Angoulême qui a en plus une politique vis-à-vis des producteurs locaux, etc., etc. Donc il y a cette question d'image citoyenne en fait du choix de cette marque. Il y a aussi la question artistique, c'est-à-dire que à partir du moment où on met un sponsor comme Quick, où sont les auteurs dans le festival d'Angoulême? Et il y a aussi cette question financière, puisque comme je l'ai dit, le partenariat, c'est aussi la question de comment est structuré le festival d'Angoulême vis-à-vis de cette société tierce qui s'occupe des partenariats. Et là, on touche directement à la question de la gestion et du fonctionnement financier et commercial du festival. Et donc ça, c'est le point de départ. Et sur tu découvres plein de choses, finalement, en discutant avec plein de gens. Je discute plein de choses. Et puis surtout, je voudrais dire aussi, parce que ça, c'est un truc que j'ai vu dans le milieu, c'est-à-dire qu'on est tellement à la tête dans le guidon, on est passionné par ce qu'on fait. C'est ça, il y a un truc de métier passion aussi. Ouais. Du coup, on a tendance à accepter des choses qui, normalement, ne le sont pas. Voilà, et on accepte les choses qu'on n'accepte pas, et puis, qu'on ne devrait pas accepter, ou en tout cas se poser et réfléchir. Et surtout, on est toujours dans une espèce de course en avant. Et c'est aussi le problème de festivals comme Angoulême, c'est-à-dire que on découvre qu'en fait, sur l'exercice de l'an dernier, avec des comptes qui n'ont pas encore été déposés, parce que, ça c'est un détail annexe, mais Franck Bondou a fait une dérogation de demande de délai pour ses comptes de cette année, donc on n'a pas les chiffres des bilans comptables de 2023-2024, mais lui-même nous annonce un déficit de 250 000 €. Donc on comprend que quelque part, il y a un vrai enjeu sur l'édition qui arrive, parce que il faut gagner de l'argent. Là, pour l'instant, il le rembourse avec ses fonds propres, mais s'il réaligne en 2025 un nouveau déficit, là, il sera en déficit avec des problématiques qui sont toutes les entreprises qui annoncent un déficit. Et donc là, sa nouvelle communication est de nous dire que tout s'est tellement bien passé à cette édition que très certainement le déficit sera comblé. En fait, on n'en sait rien. Enfin, ça, on le saura dans 6 mois, lui, le saura peut-être parce qu'il aura des retours un peu de son festival, mais techniquement, et les financeurs publics et les observateurs de ce que nous on peut voir sur les bilans comptables, on ne saura que le 31 janvier 2026. Et ce partenariat avec Quick, l'année dernière, ils étaient partenaires avec quelque chose, ou c'est la première fois qu'ils... Les partenariats, il y a toujours eu un partenariat. Donc avant, c'était Raja. Une entreprise d'éco-fauve. Enfin, il y a eu toujours les partenariats. Oui, c'est toujours c'est logique. Il y a eu SodaStream aussi à un moment donné où c'était l'année où d'ailleurs c'était Tardy, le président, qui était Grand Prix, donc le président du jury. Voilà, et ça avait fait aussi de la bronca. Les partenariats, ça va, ça vient. Le problème des partenariats, c'est que c'est une opacité totale. Et quand on demande à Monsieur Bondou le montant de ce partenariat, il faut savoir que dans un partenariat, il y a à la fois le chèque que va amener Quick au festival, il y a aussi ce que ce partenariat coûte au festival en com, en installation, etc., etc. Donc c'est assez complexe un partenariat, mais ça, quand on demande comment c'est fait, on nous répond secret des affaires. Vous voulez, il nous faut, je suis dans la légalité, il faudrait une loi pour me forcer à donner le montant de ce partenariat. Ça, c'est la parole de Bondou qui dit ça. Oui. Ah, oui, et ensuite, et même à la conférence de presse de dimanche dernier, au moment de la clôture du festival. Là, on peut poser des questions sur celle. À cette conférence de clôture, oui. Okay. C'était uniquement des questions, mais justement sur le montant du partenariat. Donc, Monsieur Bondou répond en citant les lois en fait du sponsoring. Mais par exemple, quand je demande à Xavier Bonnefond, le maire de la ville d'Angoulême, qui subventionne à hauteur de 500 000 € le festival, avec une agglomération qui subventionne aussi à 500 000 €, donc ça fait quand même 1 million des subventions. Lui, quand je lui demande, et vous, Monsieur Bonnefond, est-ce que vous êtes au courant du montant de ce partenariat? Il me dit non. C'est-à-dire que le problème d'Angoulême, c'est qu'on est devant une opacité qui a elle-même été mise sur le devant de la table par un rapport de la Chambre régionale des comptes en 2021, qui dénonce la complexité des montages autour des sociétés, le fait que ces partenariats sont aussi gérés
par partnership, donc une société tierce qui ne reçoit pas les subventions, donc sur lequel le contrôle public ne peut pas s'exercer. Voilà, et donc du coup, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on n'est pas enfin, que la puissance publique et pas, enfin même les financeurs publics sont pas en droit de demander. Parce qu'il y a différentes sociétés. Et un autre de ces enjeux du partenariat, de ces partenariats privés, c'est qu'en fonction de... c'est vraiment sur des pourcentages de financement de budget global. Si, quand on a un financement public qui est au-delà de la moitié, il y a des contrôles qui sont plus conséquents. Donc, faire amener des sociétés, amener des financements privés et rester en dessous des 50% de financement global du festival permet aussi d'esquiver un certain nombre de comptes à rendre par les financeurs. Garder les secrets. Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, donc tout le volet... je trouve ça dingue, tous ces montages financiers. Oui, et c'est pour ça que là, il y a une partie de l'enquête qui doit être poursuivie, puisqu'il y a la question de la dénonciation de ce contrat. Parce qu'après l'enquête de l'humanité, ça a quand même créé un espèce d'espoir et en tout cas un mouvement de révolte parmi les acteurs qui font le festival et qui en ont franchement ras-le-bol, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, mon enquête, c'était juste une espèce de manière de mettre les pieds dans le plat et de rendre en compte d'un ras-le-bol global du milieu. Et c'est pas pour rien que la première réaction à cette enquête, c'est les syndicats des éditeurs. C'est le SEA qui a commencé, donc le syndicat des éditeurs alternatifs. Ça représente à peu près entre 40 et 50 structures indépendantes d'édition, qui ont fait un communiqué très clair en disant on veut la dénonciation de ce contrat et on veut l'ouverture d'un appel d'offres. Voilà, donc première chose, parce que voilà, là-dessus, donc ça c'était le lundi. L'enquête est parue le jeudi 23, donc le lundi suivant le communiqué du SEA, le mercredi le communiqué du SNE. Donc c'est monté très vite. Ouais, syndicat national de l'édition. Donc là, on est chez les gros éditeurs, Groupe BD, Gallimard, Média Participation, enfin voilà, Glénat, Delcourt, enfin tous ces groupes qui eux aussi ont demandé un appel d'offres en bonne et due forme. Donc il y a une espèce d'éclatement, de colère avec des gens d'intérêt très très diffus qui demandent une transparence en fait. Ils en ont marre ils veulent une transparence. Ils ne sont pas contre Franck Bondou. Ils veulent juste un changement de gouvernance et un appel à plus de transparence. Là-dessus, les auteurs ont embrayé à travers la manif en ligne, mais aussi à travers des tribunes de certains des syndicats de collectifs d'auteurs, le SNAC, la Ligue des auteurs. Et ce qui est dingue, c'est que Monsieur Bondou, quand on lui demande, dans le Parisien, dans son droit de réponse, quand on lui demande bon alors monsieur, vous êtes prêt à faire un appel d'offres et à dénoncer le contrat, parce qu'un appel d'offres, sa société pourrait se positionner. Oui, elle gagnait. Tout est gagné, puisqu'elle a l'ancienneté aussi pour elle, elle a le savoir-faire, elle a aussi des choses qui ont été faites en 20 ans sur ce festival et dont elle a pas à rougir. Et ben il dit non. Il dit, je vois pas pourquoi, aucune obligation légale, ce qui est vrai, puisque de toute façon, ça concerne deux entités de droit privé, l'association et 9e art. Donc si l'association ne dénonce pas le contrat... Mais l'association, elle est financée par Bondou ? Non, l'association... Elle a un lien avec Bondou ? Elle est liée par le contrat de gestion de convention. Et du coup, l'association doit dire qu'elle veut retoquer le contrat. Et c'est dans les mains de l'association d'envoyer la lettre avant le mois de mai. L'association va le faire ? L'association, elle est un peu... elle est pieds et poings liés, non ? Elle est surtout, oui, c'est surtout une association où c'est très... Enfin, ils sont... tout à fait en accord et en soutien. Ils trouvent que 9e art est formidable et eux-mêmes ne voyaient pas pourquoi il fallait dénoncer le contrat. Madame Delphine Groux, qui était la présidente de l'association, au début du festival disait non. Avant le festival disait je ne dénoncerai pas le contrat sous la pression. Et là, elle a ouvert une mini brèche dimanche à la conférence de presse en disant que non, elle le dénoncerait, mais parce que c'était dans la logique des choses, parce qu'il faut le remettre à jour. C'est un contrat qui a 20 ans, etc. Mais en fait, il y a déjà des tractations, puisque Le Monde a publié le fait qu'ils avaient déjà un projet de faire une SAS, c'est-à-dire en fait de fusionner l'association et 9e art dans une nouvelle société privée, etc. Sauf que quand on demande à Madame Delphine Groux
comment on pourrait fusionner une association avec une société privée autrement qu'à travers une structure coopérative, parce que si on crée une SAS, une SAS, une société par action simplifiée, il faut dissoudre l'association. On n'a pas de possibilité de garder l'association. Et là, la réponse est plus confuse. Elle dit c'est pas le moment, on va réfléchir. Elle temporise et voilà. Il n'y a pas de réponse encore qui a été donnée là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est que derrière, dimanche, en l'occurrence entre samedi et dimanche, pendant le festival, le ministère de la Culture a été alerté et a lui-même fait un communiqué à travers il y a eu une dépêche de l'AFP où il dit qu'ils sont préoccupés et alarmés des dysfonctionnements du festival d'Angoulême. Donc c'est pour ça que c'est une affaire qui vient ensuite Ça va arriver vite en plus le mois de mai. Bah oui. Donc là, c'est le bazar. Ok, et ça, tu l'as ressenti là, enfin, cette pression sur l'asso, tu la ressentais au festival plus que les autres années? L'association... Parce que finalement, c'est elle qui a tout entre les mains, l'asso. Oui. Alors l'association, ils se sont un peu bunkerisés parce que... Et c'est ça aussi qui permettait de crever l'abcès à travers une enquête de ce genre. C'est une manière... Il y a une espèce de paranoïa qui est de se dire que, même moi, les retours que j'ai eu des gens qui étaient négatifs vis-à-vis de mon papier. Après, encore une fois, j'ai plutôt eu des retours extrêmement positifs. Mais dans le côté négatif, c'était cette journaliste, elle est pilotée par qui? Parce qu'ils sont tellement persuadés que, en gros, il y a des espèces de manœuvres de gens qui voudraient mettre la main sur le festival, les jaloux, une espèce de... Elle a parlé de convoitise à la Charente Libre, la presse locale. Okay. Voilà, et donc elle est persuadée que ceux qui en veulent à Monsieur Franck Bondou seraient des gens qui ont des intérêts à vouloir essayer de récupérer le festival. Et du coup, c'est une association qui n'est pas du tout ouverte. Il faut être coopté pour rentrer, faut montrer patte blanche, etc. Et c'est vrai que c'est aussi il faut voir aussi que le Festival d'Angoulême est dirigé par une équipe 9e art. La direction et la production artistique est à Paris et les équipes techniques sont à Angoulême de la même manière que l'association est à Angoulême. Donc du coup, il y a une espèce de vision. Est-ce que c'est Paris qui pilote ça? Enfin voilà, il y a tout ça pour dire que ce qui est impératif, et si moi j'ai envie de faire bouger les choses avec cette enquête, c'est qu'à un moment donné, on ouvre les fenêtres et que on parle. C'est juste, on parle et on arrête d'étouffer et notre mal-être, parce qu'en fait, le mal-être se nourrit aussi du non-dit. Parce que pour développer une sorte de théorie du complot, c'est que les gens sont pas bien. Non, mais personne n'est bien en fait, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un malaise global à ce festival qui, encore une fois, est incontournable pour tout le milieu de la bande dessinée. Oui. Et toi, quand tu as fait ton enquête, c'était dur de parler à l'asso? Tu as réussi à leur parler? Non, alors l'association, on leur a envoyé des questions par mail en essayant de... on n'a pas eu au téléphone, on a eu des réponses par mail. Mais c'est encore une fois il faut savoir aussi que au départ, si on était parti sur la question du volet, de la gestion, etc., les interlocuteurs, en l'occurrence les financeurs publics, ne voulaient pas tous nous parler parce qu'il y a des enjeux locaux qui font que ils voulaient que l'édition se passe très bien. Ils ont des intérêts économiques aussi pour leur ville, pour la région, etc. Et de discuter, en tout cas publiquement, enfin de relayer leurs paroles qu'après le festival. Et c'est pour ça que j'ai un certain nombre d'interlocuteurs, on leur donne rendez-vous justement fin février, début mars, pour savoir ce qu'il en est. Ok, donc il y aura une suite à ce travail. Ah, tout à fait, oui. Ok, putain, c'est étonnant tout ce qui se passe à Angoulême. Je pensais pas que c'était à ce point. Je pensais pas que l'asso était à ce point. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est gangrénée. Je sais pas, c'est bizarre un peu. L'association, elle est dépassée aussi. C'est une association de gens qui ont été créés. C'est
qui a été créé en 1974. Il y a un gros renouvellement ou c'est pratiquement les mêmes personnes? Non, c'est presque les mêmes personnes. Hein. Là, c'est des gens qui fonctionnent à la confiance. Donc, oui, puis c'est surtout, il y a des gens de l'association qui ont 90 ans, voilà, et c'est très bien. Sauf que... c'est une vieille machine. La bande dessinée, en 50 ans... c'est hallucinant tout ce qui s'est créé. Et encore une fois, c'est aussi... par exemple, si on veut le festival d'Angoulême, dans cette mission en fait, de fer de lance de la BD, a aussi quelque part un rôle à jouer dans l'écriture de cet art neuf. Et donc, il est là aussi pour faire des liens générationnels entre la BD historique, l'histoire. Il est là aussi pour participer à l'histoire de la BD. Et là, de Tintin à Persépolis, par exemple. Voilà, ou même Persépolis, c'est 2000. Alors, vous voyez, 2020, en 25 ans, il s'est encore passé... Ça s'emparer des enjeux de société, il faut qu'on avance avec notre temps aussi. Voilà, et il faut aussi que, dans un temps où ça c'est la modernité qui veut ça, toujours même dans la consommation de la culture, etc., il faut pouvoir avoir un regard sur ce qui s'est passé avant. Sur ce qui va se passer après. Et sur ce qui se passera après, mais aussi qu'il y ait des échanges intergénérationnels, c'est-à-dire que un jeune qui lirait pratiquement que du manga aujourd'hui, il peut faire un pas de côté et découvrir Nicole Clavelou, tel que ça s'est fait d'ailleurs au festival. Enfin, voilà, un festival, il est là aussi pour aller vers ce qu'on aime et pour découvrir ce à quoi on n'aurait pas pensé. Et tu trouves que ça, on l'a un peu perdu dans... Étant donné, par exemple, ce qui était caractéristique, je donne un exemple précis, donc là, on était à la 52e édition, mais sur la 50e édition du festival, on aurait pas... Mais là, on parle d'un point de vue subjectif, encore une fois, de direction artistique. On aurait pu avoir quand même une exposition sur les 50 ans du festival. On n'a rien eu. On a eu, et c'était tout le problème aussi de la question autour de l'exposition Bastien Vivès, qui était une des premières propositions mises sur la table de ce 50e anniversaire, alors qu'on pouvait attendre autour des 50 ans quelque chose d'ambitieux pour célébrer les 50 ans. Plus consensuel. Alors, c'est pas une question de plus consensuel, c'est une question de choix, c'est-à-dire que et c'est encore une question, et ça devra être posé sur la table, c'est la question des coproductions. C'est-à-dire que maintenant, quand on nous dit les expositions doivent être coproduites, c'est-à-dire que des éditeurs viennent payer en fait une partie de l'exposition. Et ça, moi, j'encourage fortement à réfléchir sur cette question, parce que quand les financements publics vont soit stagner, comme c'est pour le cas d'Angoulême, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du financement public, ou soit être menacés de coupes budgétaires, comme on le voit dans d'autres régions, les manifestations culturelles sont obligées de se pencher vers d'autres financements privés. Donc ça peut être des sponsors, comme Quick, où c'est problématique, mais ça peut être aussi demander aux intéressés de mettre la main à la pâte. Le problème, c'est que dans ce cas-là, et moi c'est là que je pointe une dérive, ou en tout cas un questionnement, ou que ce soit fait en transparence, c'est-à-dire que quand on demande à un éditeur de payer, tous les éditeurs ne peuvent pas le faire. Et donc c'était aussi le cas qui se posait sur le choix de faire une exposition Bastien Vivès. Bastien Vivès, c'est un auteur à succès, il vend énormément de livres, il a des comportements qui avaient été dénoncés par ailleurs sur ses propos qu'il avait tenus. Le choix, comment a été décidée cette exposition, il y avait plein de choses qui n'étaient pas certains, et surtout au moment où il y a eu une polémique, le festival a choisi de l'annuler. Ils auraient pu aussi prendre sur leurs épaules quand on fait des choix artistiques, on les défend. On peut ne pas être d'accord, mais on le défend. Et on a les arguments pour défendre. Et là, il n'y en avait pas. Les arguments, là, c'était il a reçu des menaces de mort. Donc c'était on annule parce que d'un point de vue de la sécurité, voilà. Il semble que tout le monde revient épuisé du festival d'Angoulême. Ronan Guénou qui nous dit ça.
Qui ça? Ah oui. Alors, épuisé, oui, on vient tous épuisés. Mais il faut dire que c'est un festival au mois de janvier. Après les fêtes. Qu'on a tous la grippe et que c'est un festival qui est aussi où tout le milieu est là. Donc, c'est une vraie effervescence quand même, le festival d'Angoulême. Il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la hausse des tarifs. Ah oui, bien sûr. Alors la hausse des tarifs, ça c'est aussi c'est problématique. C'est lié aussi au fait que le festival perd de l'argent concrètement. Donc ils essayent et c'est d'ailleurs le paradoxe aussi qui était relevé à travers le partenariat Quick Bon, moi, ça, c'est une réflexion philosophique on pourrait faire un séminaire là-dessus sur la question de qu'est-ce que le populaire. Oui. Est-ce que le populaire, c'est la grande chaîne de magasins burgers voilà. Donc, ça, c'était le problème, l'idée. Mais en tout cas, nous donner Quick comme exemple pour ramener les familles et derrière, augmenter de 25% les tarifs, sachant que le Festival d'Angoulême a cette dimension d'exposition, mais c'est aussi un salon où les gens viennent acheter des livres. Alors, quand on a déjà payé 30 € son entrée, puisque il y avait les prix avant le 27 janvier, avant l'ouverture du festival, mais quand on achetait sur place, c'est encore plus cher. Okay. Et en plus, ils ont rajouté des nocturnes parce qu'ils ont fait des expositions où il y a un peu victime de leur succès, comme ils disent. Enfin bon, il y a des expositions qui étaient prévisibles, mais par exemple, ils ont mis un manga à succès, l'Atelier des Sorciers, à l'hôtel Saint-Simon. Hôtel Saint-Simon, c'est un espace très beau, c'est un ancien hôtel médiéval Renaissance, mais très tarabiscoté avec une jauge limitée. Donc du coup, devant cet hôtel, il y avait à peu près 3 heures de queue. Et donc, pour essayer de permettre aux gens de voir les expositions, ils ont fait des nocturnes qui étaient en plus payantes. Donc on rajoutait encore le prix de la place, le prix du voilà. Et donc, comment expliquer qu'on veut attirer du populaire ou du familial en haussant les tarifs? Mais ça, c'est des questions de budget.